Ma fille m'a appelé, paniquée, coincée seule en haut d'une piste de ski, alors que j'étais cloué au lit après mon accident. Quand j'ai appelé ma femme, elle a dit « Ce n'est pas mon problème, c'est le tien ». Le lendemain, la police m'a téléphoné. Soyez honnête, si votre fille vous appelait un soir en larmes parce qu'on l'a laissée sur le trottoir, vous auriez gardé votre calme, vous? Je m'appelle Antoine, j'ai 39 ans, j'habite à Lyon depuis presque 10 ans. Je suis ingénieur dans une boîte de maintenance industrielle, horaire classique, peu de surprises. Ma vie, c'était une suite de journées identiques, métro, boulot, repas du soir, puis Netflix ou lecture. Je suis marié avec Delphine depuis 6 ans. Elle a une fille, Camille, qui a 11 ans maintenant. On s'est installé ensemble assez vite, après 2 ans de relation. C'est une famille recomposée, sans histoire apparente. On ne sortait pas beaucoup, on recevait peu, on passait nos week-ends entre le parc, les devoirs, et parfois un resto en centre-ville. Il y a un mois, j'ai eu un accident de voiture. Rien de grave, juste un type qui a grillé un stop. J'ai eu la jambe cassée, plâtre complet, arrêt de travail. Je me suis retrouvé coincé à la maison, dépendant. Delphine a pris le relais pour tout, les courses, l'école, les repas, même mes rendez-vous médicaux. Elle s'est portée volontaire pour tout organiser, même les petites choses. J'ai accepté sans broncher, je voyais ça comme de l'attention, de la bienveillance. J'ai toujours pensé qu'on s'entraidait, qu'on était solide. C'est Delphine qui a proposé d'emmener Camille à la montagne, chez ses parents. Une semaine de vacances, histoire de changer d'air, prendre le grand air, laisser Camille profiter de ses grands-parents et de sa tante. Elle a insisté, m'a dit que ça me permettrait de me reposer, de ne pas culpabiliser de mon immobilité. J'ai dit oui, sans réfléchir. J'ai même trouvé ça réconfortant. Mais maintenant, certains détails me reviennent. Les discussions sur le départ étaient toujours rapides, presque gênées. Delphine évitait mon regard, changeait de sujet dès que je posais des questions sur le programme. Camille n'a rien dit la veille du départ. Pas un mot, juste un bisou distrait. Rien d'alarmant sur le moment. Rien de flagrant, mais aujourd'hui, ces silences, ces gestes, prennent un autre sens. Le téléphone a sonné à 22h18. J'étais assis sur le canapé, la lumière du salon éteinte, juste la veilleuse dans le couloir. Je regardais mon portable, sans vraiment lire ce qui défilait sur l'écran. Camille devait dormir chez Delphine ce soir-là. C'était prévu depuis une semaine. Je lui avais préparé un sac, glissé son doudou dedans, vérifié 3 fois qu'elle avait ses chaussettes chaudes. Delphine avait dit qu'ils iraient tous se balader en montagne, prendre l'air, selon ses mots. Je n'avais pas insisté, pas posé de questions. Je savais qu'avec eux, Camille était censée être en sécurité. Quand j'ai vu le numéro de Camille, j'ai cru à une erreur. Elle n'appelle jamais à cette heure-là, surtout pas quand elle est avec Delphine. Je décroche. J'entends des sanglots, la voix de Camille, coupée, essoufflée. Elle ne dit pas bonsoir. Elle ne demande pas si je vais bien. Elle dit juste « Papa ». Et puis elle s'arrête, elle pleure plus fort. Je me lève d'un bond, j'allume la lampe. « Camille ? Qu'est-ce qu'il se passe ?» Elle souffle, on dirait qu'elle court ou qu'elle tremble. Elle reprend, ils m'ont laissé en haut de la montagne. Je vois plus rien, papa. Sa voix se casse, puis elle tousse. Je regarde autour de moi, réflexe idiot. Je ne comprends pas tout de suite. Je lui demande, Camille, où est Delphine ? Ils sont où les autres ? Elle répond, comme si elle n'entendait pas la question, ils sont partis. Je suis trop lente, ils ont dit, ils sont partis devant et je sais plus où je suis. J'entends des bruits autour d'elle, le vent, des branches qui frottent. Je cherche mes clés, je ne les trouve pas. Je demande, tu peux me dire où tu es exactement ? Tu vois un panneau, une lumière ? Elle répond à côté, j'ai mal aux jambes. Je veux rentrer. Je l'entends renifler, puis elle parle tout bas, ils m'ont laissé toute seule, papa. Et puis, le silence. Elle a raccroché. Je reste debout, le téléphone à la main. Je regarde l'écran, l'appel coupé, 12 secondes. Je rappelle. Boîte vocale. J'essaie encore. Rien. Je n'entends plus rien, même pas sa respiration. Je pose le téléphone sur la table, je vais ouvrir la porte d'entrée, comme si Camille allait surgir de l'obscurité. Je reviens, je m'assois.
Je regarde le mur en face. J'essaie de calculer. Où sont-ils? Combien de temps met-on à descendre d'un sentier à 7 heures? Est-ce que Delphine a réalisé qu'elle l'avait laissé? Est-ce qu'elle remonte? Je me souviens du visage de Camille avant de partir, ses doigts serrés sur la bretelle de son sac, ses yeux qui cherchaient les miens. Je compose le numéro de Delphine. Je laisse sonner. Pas de réponse. Je pose le téléphone. Je regarde la pendule. 22h25, je pense à appeler la police, mais je n'ai rien, pas d'endroit précis, pas de point de rendez-vous. Je me lève, je tourne dans la pièce. Je me revois, il y a 2 jours, quand Delphine m'a dit sur un ton sec, elle doit apprendre à suivre le rythme, sinon elle restera toujours en arrière. J'avais haussé les épaules, j'avais laissé couler. Je n'avais pas répondu. Je recommence à appeler Delphine. Toujours rien. Je laisse un message, rappelle-moi tout de suite. Camille m'a appelé. Elle est seule. Où êtes-vous? Ma voix est plate, presque étrangère. Je m'assois encore. Je pense à Camille, à sa petite lampe frontale qu'on a fixée sur son bonnet. Je me demande si elle a eu la force d'appuyer dessus, si elle ose bouger. Je regarde mon portable, les minutes qui passent. Toujours rien. J'attends, sans bouger, sans bruit. Le silence devient lourd, presque matériel. J'essaie de me convaincre que tout va bien se finir, que Delphine va m'appeler, que Camille va réapparaître avec un sourire, mais je sens déjà que quelque chose s'est brisé. J'ai le téléphone déjà dans la main. Je compose son numéro sans réfléchir. Ça sonne longtemps. Elle répond au 3e bip, un peu essoufflée. Pas un mot de trop, pas de « allô, gentil », juste un souffle sec. Delphine, tu es où? Un silence. Puis sa voix, glacée, presque ironique. Pourquoi tu demandes? Je serre la mâchoire. J'ai trouvé Camille seule. Tu peux m'expliquer? Un rire bref derrière, puis elle reprend, ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Je ne l'ai jamais voulu. Je reste figé. Derrière elle, j'entends du bruit, des voix. Une porte claque. On dirait qu'elle est chez ses parents. Je retiens ma colère. Ce n'est pas une question de vouloir ou pas. Tu l'as laissée seule. Elle souffle, fatiguée. Elle a 10 ans, non? Elle doit apprendre à se débrouiller sans moi. J'entends un homme rire au loin, puis quelqu'un demander « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle ne répond pas. Son ton devient plus sec. Je suis occupé. Je me penche contre le mur, essayant de garder la tête froide. Tu pouvais au moins me prévenir. On avait dit que tu la gardais ce week-end. Elle coupe, agacée, je ne suis pas ta babysitter. Je t'ai dit, c'est ton problème maintenant. Je sens mes doigts se crisper sur le téléphone. Je la fixe dans le vide, imaginant son visage fermé, son regard vide. J'entends sa mère dire quelque chose, elle répond à voix basse, puis elle revient vers moi, le ton moqueur. Tu veux quoi, que je rentre? Pour faire plaisir à qui? Je ferme les yeux une seconde. Je veux juste savoir où tu es. Et surtout pourquoi tu n'as rien dit à Camille. Nouveau soupir. Elle s'en remettra. Arrête de dramatiser. Je laisse filer un silence. Elle ne parle plus. Derrière, on entend la vaisselle, des rires, la vie de famille comme si rien n'arrivait. Je note la scène, chaque détail, chaque mot qu'elle choisit. Son absence totale d'inquiétude. Son refus de répondre franchement. Je regarde Camille, assise sur le canapé, le regard perdu vers la porte. Elle ne bouge pas. Delphine finit par lâcher, sèche, je raccroche. Bonne chance. La tonalité retentit. Je reste là, le téléphone collé à l'oreille, le souffle court. Je relis dans ma tête ce qu'elle vient de dire, chaque syllabe. Pas une excuse, pas un mot pour sa fille. Rien. Juste ce « je ne l'ai jamais voulu » qui tourne en boucle. Je range le téléphone, les épaules tendues. Je prends une inspiration, longue, froide. Je regarde autour de moi, l'appartement est calme, trop calme. Camille ne parle pas. Je m'accroupis à côté d'elle, baisse la voix. Tu veux manger quelque chose? Elle hausse les épaules, détourne la tête. Je ne force pas. Je m'assieds en face, la regarde. Je ne cherche pas à la consoler, pas maintenant.
J'essaie juste de comprendre comment on en est arrivé là. Je repense à la voix de Delphine, à son rire. Comme si tout ça n'avait aucune importance. Comme si Camille, c'était juste un meuble dont on se débarrasse. Sur la table, il y a un dessin de Camille. Un soleil, une maison, 3 personnages. Je regarde le dessin, puis la petite, puis la porte d'entrée. Je sens que quelque chose s'est cassé là, ce soir, définitivement. Je prends mon téléphone, relis les derniers messages avec Delphine. Rien n'annonçait ça, du moins, je le croyais. Je me lève, vais à la cuisine, prépare un verre d'eau pour Camille. Je reviens, le pose devant elle. Elle me regarde à peine. Je pose la main sur sa tête, très vite, sans mots. Je me promets que je ne laisserai plus jamais ça arriver. Je prends mon carnet, note l'heure, la date, les mots exacts de Delphine. Je veux garder tout ça, au cas où. J'entends encore sa voix froide, ce n'est pas mon problème. Je range le carnet, ferme la porte à clé, et je reste là, dans le silence. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'avais beau retourner les choses dans ma tête, rien n'avait de sens. Camille n'avait pas donné signe de vie depuis le goûter. J'avais appelé Delphine plusieurs fois, mais elle ne répondait pas. Son portable sonnait, puis tombait sur la messagerie. J'ai envoyé 2 textos, pas de réponse non plus. J'ai essayé de me raisonner, de me dire qu'elles étaient peut-être au restaurant d'altitude, qu'il n'y avait pas de réseau, que Camille s'était endormie dans un coin, son bonnet encore sur les yeux, comme d'habitude. Vers 2 heures du matin, je suis descendu dans le salon. J'ai allumé la lumière, j'ai regardé dehors. Il faisait noir. Juste le halo orange de la lampe du parking et la neige qui tombait. J'ai attrapé mon téléphone. Je me suis souvenu que j'avais installé, 1 an plus tôt, une appli de localisation sur le portable de Camille, au cas où. Je ne l'avais jamais utilisée, je ne voulais pas l'espionner, juste être rassuré quand elle sortait seule. J'ai lancé l'appli. Écran noir, puis une carte. Le dernier signal GPS affichait 19h12, juste au-dessus du télésiège, côté forêt. Après ça, plus rien. Batterie coupée, ou alors elle avait mis le mode avion. Mais il était impossible qu'elle soit restée seule là-bas tout ce temps. J'ai noté l'heure, 19h12. C'était bien après la fermeture des pistes. J'ai cherché dans mes souvenirs, on devait se retrouver à 18h30 au chalet. Delphine était rentrée seule, sans Camille, et elle m'avait dit qu'elle était chez sa cousine, que tout allait bien. Mais là, avec ce point GPS, ça ne collait plus. J'ai appelé la station. Le standard était encore ouvert, une voix fatiguée m'a répondu. J'ai expliqué la situation, posé la question, est-ce que vous avez eu un signalement de disparition d'enfant ce soir? Le gars a vérifié. Non, rien, monsieur. Aucun enfant signalé perdu aujourd'hui. Je me suis appuyé contre le mur. J'ai pensé à la piste, à la forêt, à la nuit. J'ai remercié la patrouille, j'ai raccroché. J'ai ouvert WhatsApp, le groupe familial. D'habitude, il ne s'y passe rien. Quelques photos, des blagues, des liens pour organiser les vacances. J'ai fait défiler. Un message de Delphine, envoyé à 18h21, on rentre, Camille reste chez Emma. Puis, juste en dessous, une notification de message supprimé, envoyé à sa sœur, Aurélie. Mais l'aperçu de la notification était encore affiché sur mon téléphone, on la laisse là, elle pleurniche trop. Je suis resté longtemps à fixer l'écran. J'ai relu la phrase. On la laisse là. Elle pleurniche trop. Ce n'était pas une faute de frappe, ce n'était pas une blague. J'ai vérifié l'heure du message, 18h17. 4 minutes avant qu'elle annonce qu'elle rentrait. J'ai compris que ce n'était pas un oubli, ni un accident. Elles avaient décidé de laisser Camille là-haut, volontairement. Pour une histoire de caprice, de larmes. Delphine avait choisi de cacher ça à tout le monde, d'effacer la trace du message. Mais la notification était restée. L'aperçu n'avait pas disparu. J'ai pris une photo de l'écran, au cas où. J'ai rouvert la fenêtre, j'ai cherché du regard vers les pistes, même s'il faisait trop noir pour voir quoi que ce soit. Je me suis repassé la scène, Camille seule, dans la neige, à la tombée de la nuit, parce qu'elle pleurait trop. Et Delphine, redescendant avec les autres, comme si de rien n'était. J'ai senti que quelque chose était cassé, là, d'un coup. J'ai pensé à appeler la police, puis je me suis ravisé. Il me fallait plus que ça, des faits, pas de la panique.
J'ai éteint le téléphone. Je me suis assis dans le noir. Je n'ai rien dit à personne. J'ai attendu que le jour se lève, avec cette phrase qui tournait dans ma tête, on la laisse là, elle pleurniche trop. J'ai relu plusieurs fois le mail avant de l'envoyer. Objet, signalement d'anomalie véhicule de service, nuit du 14. J'ai joint la capture d'écran du GPS avec l'heure, l'adresse, la trajectoire nette. J'ai ajouté une phrase factuelle, le véhicule attribué à l'équipe B a stationné 37 minutes à l'adresse suivante, hors du circuit prévu, entre 2h12 et 2h49. Merci de m'indiquer la procédure à suivre. J'ai relu chaque mot. Ni colère, ni sous-entendu. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Ensuite, j'ai ouvert WhatsApp sur mon ordinateur. J'ai pris le message de la veille, celui où Delphine disait qu'elle rentrait tard à cause d'une panne d'ascenseur, et j'ai joint la photo du GPS, sans commentaire, sans émoji. J'ai envoyé d'abord à Delphine. J'ai copié le même envoi à ses parents, groupe familial, toujours sans rien ajouter. Pas de point d'exclamation, pas de question. Je me suis relu. Rien qui puisse être interprété comme une attaque. Juste les faits. Mon téléphone a vibré 2 fois, presque aussitôt. Un signe de Delphine, qu'est-ce que c'est? Tu fais quoi? Je n'ai pas répondu. J'ai gardé l'écran allumé, les notifications ouvertes. Les 3 points de saisie ont clignoté, puis plus rien. Le groupe familial est resté silencieux. J'ai pris mon téléphone personnel. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à Antoine Gendarmerie. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai envoyé « Salut Antoine. Je te dérange 2 minutes. J'aurais besoin du numéro de la patrouille de nuit sur la zone du pont de Lille, tu peux me le passer? Il a répondu vite, ok, c'est urgent? J'ai écrit, non, c'est pour une vérification. Rien d'urgent. Merci. Il m'a envoyé le numéro quelques minutes plus tard, avec juste, c'est l'adjudant Dumas cette semaine. J'ai enregistré le contact. Tout était calibré. Pas d'accusation, pas d'attaque. J'ai remis mon téléphone sur la table, écran vers le bas. J'ai ouvert un document Word, j'ai listé les faits à la suite. Heure de départ, heure d'arrêt, justificatif GPS, message de Delphine, réaction 0 des parents. J'ai relu la chronologie. Pas d'erreur. J'ai allumé la télévision sans le son, chaîne d'infos en boucle. Le salon était silencieux. De temps en temps, je regardais si une notification s'affichait. Rien, à part la première question de Delphine. Pas de réponse de ses parents. J'ai envoyé un mail bref à la direction, je reste disponible pour tout complément. Pas de retour immédiat. Vers minuit passé, mon téléphone a vibré à nouveau. Delphine, tu vas m'expliquer ce que tu cherches. Puis, à minuit 21, tu m'accuses de quoi exactement? Je n'ai pas répondu. J'ai éteint l'écran. Je savais qu'il valait mieux ne rien écrire dans l'immédiat. Je me suis préparé un café. J'ai vérifié l'historique du GPS une dernière fois, pour m'assurer que la capture était bien horodatée. J'ai repensé à la façon dont Delphine avait évité mon regard plus tôt, au dîner, quand j'avais posé une question banale sur sa journée. Elle avait répondu sans lever les yeux, jouant avec son téléphone sous la table. Ce soir-là, je savais que chaque geste allait compter. J'ai ouvert la fiche de procédure RH sur l'intranet de la société. J'ai vérifié la marche à suivre en cas de manquement à l'utilisation du matériel, signalement, copie à la hiérarchie, rapport circonstancié, entretien. J'ai téléchargé le PDF, sauvegardé sur le bureau. Je suis resté assis longtemps, sans bouger. J'ai entendu la douche, du mouvement à l'étage. J'ai attendu que tout redevienne calme. J'ai rédigé un brouillon de message à Antoine, pour le lendemain, si besoin, je te rappelle. Je n'ai pas envoyé. À 1h15, un mail de la direction est arrivé. Accusé de réception, demande de détails. J'ai répondu avec la chronologie et les pièces jointes. Toujours sans commentaire. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai rangé mon téléphone dans le tiroir. La maison était silencieuse. J'ai su que la suite se ferait sans éclat. Pas de cris, pas de scène. J'avais posé les premiers jalons. À 7h12, mon portable a vibré. Numéro inconnu. J'ai décroché sans réfléchir. Une voix sèche, accent savoyard. Bonjour, monsieur Lenoir? Patrouille des pistes. J'ai répondu oui, la gorge sèche.
On a retrouvé quelques affaires sur le bas-côté de la piste des Marmottes, sous une couche de glace. Une écharpe rose, une gourde gravée, Camille. Ça vous dit quelque chose? J'ai senti mes doigts se crisper. Oui. Camille, c'est ma fille. Un silence, puis. On n'a pas retrouvé d'enfant, monsieur. Est-ce que vous savez où elle pourrait être? J'ai répondu que non, que je n'avais aucune idée, que j'attendais justement des nouvelles. Il a pris ma réponse, a dit qu'il restait en alerte, qu'ils allaient élargir les recherches. J'ai remercié, raccroché, et posé le téléphone sur la table. Delphine n'avait toujours rien répondu à mes messages. Je les ai relus un à un, alignés, sans réponse. Je me suis levé, et marché jusqu'à la fenêtre. Le parking était encore vide, quelques traces dans la neige, rien d'inhabituel. J'ai tapé un nouveau message, cette fois court, sans fioriture. Delphine, la patrouille vient de me téléphoner. Ils ont trouvé les affaires de Camille sous la glace. Où est-elle? Réponds immédiatement. Rien. J'ai attendu. Puis, au bout de 5 minutes, une alerte vocale WhatsApp. Message de Delphine. J'ai écouté. Sa voix était hésitante, fatiguée. Oui, Bon. On est rentré au chalet hier. On pensait que Camille suivait, mais... Enfin, tu la connais, elle traîne toujours. On s'est dit qu'elle finirait bien par descendre. Un bruit de fond. Sa sœur, Émilie, a pris le relais, voix forte, agacée. Elle fait toujours des histoires, ta fille. Elle aime qu'on s'inquiète pour elle, tu sais très bien. J'ai réécouté le message 3 fois. Aucune excuse. Aucune inquiétude. Juste une justification, comme si tout était normal. J'ai répondu par écrit, mot à mot. Donc vous êtes parti sans vérifier si Camille descendait avec vous? Pas de réponse. J'ai appelé. Boîte vocale. J'ai rappelé. Toujours rien. J'ai envoyé un autre message. Je veux savoir exactement à quelle heure vous êtes rentré hier. Qui a vu Camille pour la dernière fois? Répondez. Rien, encore. J'ai regardé la photo de la gourde, que le patrouilleur venait de m'envoyer par MMS. C'était bien celle de Camille. Un cadeau pour ses 8 ans. J'ai noté l'heure, 7h34. J'ai pris mon manteau, suis sorti dans le froid. En marchant vers la voiture, j'ai croisé le voisin du dessus, qui promenait son chien. Il m'a salué, j'ai répondu sans m'arrêter. J'ai mis le contact, attendu que le givre fonde sur le pare-brise. Tout le trajet, j'ai repassé les messages en boucle. Delphine, fuyante. Émilie, moqueuse. Je me suis demandé s'il fallait prévenir la gendarmerie. Arrivé sur le parking de la station, j'ai appelé la patrouille. Bonjour, c'est le noir. Je viens d'arriver. Vous avez du nouveau? Rien pour l'instant, monsieur. On continue, mais... On va aussi vérifier les caméras de l'entrée des pistes. J'ai raccroché. Je n'ai pas bougé, les mains sur le volant, fixant la station endormie. Mon téléphone a vibré. Un message de Delphine, enfin. On pensait qu'elle n'était pas loin. On s'est trompé, d'accord? Arrête de faire comme si c'était grave. Elle va réapparaître. J'ai tapé. Si tu as la moindre nouvelle, tu me préviens tout de suite. Vu. Aucune réponse. J'ai coupé le moteur, laissé la clé dans le contact. J'ai regardé la montagne, la neige. J'ai pensé à l'écharpe rose, à la gourde, sous la glace. Personne ne savait où était ma fille. Et la seule chose que Delphine trouvait à dire, c'est que je dramatisais. Je me suis assis devant l'ordinateur de l'appartement, portable posé à côté, carnet ouvert. J'ai commencé par chercher la page Facebook officielle de la station. Il y avait un groupe, quelques centaines d'abonnés, beaucoup de photos de pistes et de restaurants. J'ai rédigé un message simple, sans détails inutiles. Bonjour, je cherche Camille B, disparue depuis hier soir. Voici une photo récente. Merci de me contacter si vous l'avez vue. J'ai joint la photo prise au restaurant, celle où il sourit, vers levé. J'ai posté aussi sur un groupe local, puis sur Instagram, en taguant la station et les commerces du coin. J'ai gardé chaque capture d'écran, datée, dans un dossier sur le bureau. Ensuite, j'ai appelé la police municipale.
J'ai expliqué l'absence de Camille, la voix neutre, détail précis, rien de plus. L'agent a noté les informations, puis m'a demandé si j'avais des éléments concrets. J'ai parlé de l'enregistrement vocal de Delphine. Il a demandé à l'entendre. J'ai envoyé le fichier par mail. Silence au bout du fil, quelques clics. On va l'écouter. Vous restez disponible? J'ai dit oui. Ils m'ont rappelé 20 minutes plus tard, me demandant de leur transmettre aussi les objets retrouvés dans la chambre. J'ai photographié le ticket de caisse, la carte de forfait de ski, la clé USB, tout posé à plat sur la table, puis j'ai transféré les images par mail. Pendant que j'attendais leur retour, j'ai ouvert le site de la compagnie de remontée mécanique. Il y a un espace client, accès via le numéro du forfait. J'ai entré celui de Camille, noté sur la carte. Une page s'est affichée, simple, historique des passages. Dernier scan à 18h45, la veille, au bas de la télécabine principale. Aucun passage après. Pas de retour sur les pistes, pas d'usage nocturne. J'ai fait une capture d'écran, sauvegardée dans le même dossier. J'ai noté l'heure exacte, le numéro de série, la localisation sur le plan de la station. J'ai ajouté un fichier texte où je résumais chaque action, minute par minute. Publication sur Facebook à 10h11. Mail à la police à 10h28. Historique du forfait à 10h34. J'ai scanné la note manuscrite de Camille, celle retrouvée dans la salle de bain, et les jointes à l'archive. J'ai rangé les objets physiques dans une enveloppe, notée, effet personnel Camille B, déposée dans la boîte à gants de ma voiture, prête à être remise à la police si besoin. Delphine m'a écrit à ce moment-là, message bref, tu as des nouvelles? J'ai répondu, pas pour l'instant. J'ai tout transmis à la police. Elle n'a pas relancé. Je n'ai pas insisté. J'ai pensé à vérifier les caméras de surveillance, mais je savais que seul le personnel pouvait y accéder. J'ai noté cette question pour la police, dans mon fichier. J'ai aussi listé les prénoms des personnes vues avec Camille la veille, serveuse du restaurant, 2 clients au bar, propriétaire du chalet. J'ai envoyé ce résumé dans un second mail à la police, objet, éléments complémentaires disparition Camille B. Chaque pièce était classée, audio, image, texte, traces numériques. Rien n'était laissé à l'intuition. J'ai imprimé un listing de tout le contenu du dossier, rangé dans mon sac à dos, au cas où on me demanderait un état des lieux. Pendant 2 heures, le téléphone n'a pas sonné. Je n'ai pas quitté la pièce. J'ai relu chaque échange, vérifié les pièces jointes. J'ai rouvert les réseaux sociaux, rafraîchi la page du groupe local. 2 commentaires sous ma publication, pas vu, désolé. Et, 10 minutes plus tard, un message privé d'un certain, Luc, moniteur de ski, il était au bar du sommet vers 17h30, il avait l'air préoccupé. J'ai noté l'heure, ajouté le nom de Luc à la liste, transféré ce message à la police. Tout était prêt, daté, documenté. Je n'ai rien supprimé, rien déplacé. J'ai gardé le téléphone près de moi, volume au maximum. Ma table était vide, à part le dossier ouvert et la photo de Camille affichée sur l'écran. J'ai attendu. À 15h, le téléphone du capitaine de gendarmerie a vibré. Il a quitté la pièce, la porte à peine refermée derrière lui. Dans le couloir, j'ai entendu son ton changer. Plus sec, plus rapide. Il est vite revenu, son visage fermé. On a retrouvé Camille, a-t-il dit, sans lever les yeux vers moi. Je n'ai pas bougé, pas un geste. Il a continué, un moniteur de ski l'a signalé. Elle était dans un abri, près des pistes de fond, à 2 kilomètres du village. J'ai voulu demander si elle allait bien, mais les mots ne sont pas sortis. J'ai juste hoché la tête. Le capitaine m'a regardé, puis il a ajouté, elle est vivante. Frigorifiée, mais elle va s'en sortir. J'ai soufflé, sans bruit. Mon dos s'est détendu contre le dossier de la chaise. On m'a laissé dans la salle d'attente pendant qu'ils organisaient le transfert à l'hôpital. Les minutes ont traîné. Je n'ai pas touché à mon téléphone. Delphine, elle, continuait à tourner en rond. Son frère essayait de la calmer, mais elle ne voulait rien entendre. Elle répétait que ce n'était pas possible, que Camille n'aurait jamais quitté la maison seule. Une gendarme est entrée, une feuille à la main. Elle s'est approchée de moi. « Est-ce que vous reconnaissez ce numéro ?» Elle m'a tendu la feuille. J'ai lu. Un numéro de mobile. Je l'ai reconnu immédiatement, même sans l'avoir enregistré dans mes contacts.
C'était celui de la sœur de Delphine, Aude. Je n'ai rien dit. La gendarme a précisé, le moniteur a reçu un SMS cette nuit. Il lui donnait la description et l'emplacement de Camille. Le message venait de ce numéro. Elle attendait une réaction. J'ai juste répondu, c'est la sœur de ma femme. Le capitaine est revenu, il a écouté. Il a confirmé, le moniteur avait trouvé Camille exactement là où le message l'indiquait. Elle était recroquevillée sur elle-même, dans une couverture de survie, incapable de parler au début. Le moniteur a fait ce qu'il fallait, il a appelé immédiatement les secours, puis la gendarmerie. Camille avait les lèvres bleues, les mains glacées, mais aucune blessure. Ils l'ont emmenée à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice. Delphine n'a rien compris quand elle a entendu le nom d'Aude. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Elle a crié, puis elle a fondu en larmes. Son frère l'a prise par le bras, il l'a sortie dans le couloir. J'ai regardé la feuille, toujours posée devant moi. J'ai repensé à la veille, au regard fuyant d'Aude pendant le repas, à sa façon de m'éviter. Elle savait. Elle avait vu ou compris quelque chose, assez pour envoyer ce message, mais pas assez pour en parler à voix haute. Ou alors, elle avait eu peur de Delphine. La gendarme a noté ce que je disais. J'ai précisé, Aude était à la maison hier soir. Elle est partie tôt ce matin. Le capitaine a hoché la tête. On va devoir l'entendre. J'ai demandé si je pouvais voir Camille. Il a dit qu'il attendait le feu vert de l'hôpital. Je n'ai pas insisté. Je savais qu'il fallait patienter. Dans la salle d'attente, le silence s'est installé. Les autres familles regardaient la télévision sans la voir. Mon téléphone s'est mis à vibrer. Un SMS d'Aude, je suis désolé. Rien d'autre. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas montré le message à Delphine. Je l'ai effacé. Le capitaine m'a rappelé, on va découvrir ce qui s'est passé. J'ai acquiescé. Les faits s'alignaient, morceau par morceau. Quelqu'un avait décidé d'agir, discrètement, pour sauver Camille, alors même que Delphine s'enfonçait dans ses certitudes. Je me suis levé. Je n'avais pas d'envie de colère, ni de soulagement. Juste la conviction que la vérité approchait, et qu'elle ne viendrait pas de là où Delphine l'attendait. Camille dort. Les lumières dans sa chambre d'hôpital sont faibles. Les infirmières passent en silence, j'entends juste les roulettes de leur chariot. Je reste assis près du radiateur, carnet sur les genoux. J'attends que le médecin termine sa tournée. Quand il entre, je me lève. Il vérifie le dossier, regarde l'écran. Il note des chiffres, puis me parle sans détour. Son état est stable. Contusion légère au poignet, pas de fracture. Quelques égratignures à la joue. Elle est sous observation pour la nuit, mais rien de grave. Je demande. Je peux avoir un rapport médical détaillé pour mon assurance? Il hoche la tête, prend son stylo. Je vous le prépare. Vous voulez qu'on vous le donne ce soir ou demain matin? Ce soir. Il repart. Je note l'heure, 19h35. Je relis les messages WhatsApp entre Camille et Delphine sur mon téléphone. Rien d'étrange, juste des phrases sèches de Delphine, je passe te chercher à 16h, attends devant la grille. Les messages de Camille sont courts, ok, d'accord, puis plus rien après 16h10. Je reçois un nouveau message de Delphine. Alors, comment va Camille? Je peux passer demain matin. Je tape. Elle reste en observation cette nuit. Je viendrai la récupérer demain à 8h. Je m'occuperai du retour à la maison. Pas de smiley, pas de formule. Juste l'information. Delphine répond immédiatement. Ce n'est pas la peine, je peux très bien la ramener chez moi. Ce n'est pas si grave. Je ne réponds pas. Je range le téléphone dans ma poche. Le médecin revient à 20h10 avec le rapport imprimé et tamponné. Il me le tend, je vérifie les détails, nom, date, constat de l'état physique, mention de l'accident, nom du témoin, l'infirmière. Je le remercie, il me serre la main. Je range le document dans mon dossier cartonné, avec les captures d'écran des messages, l'extrait du GPS de la voiture de Delphine, j'ai accès à l'application, c'est moi qui l'ai installé. Je vois bien l'arrêt devant le collège, puis la pause de 40 minutes sur le parking du supermarché, enfin l'adresse de l'appartement du « nouvel ami » de Delphine. Le trajet s'arrête là. Je sors dans le couloir, j'enregistre un message vocal pour mon avocat. Bonsoir, maître.
Accident mineur avec Camille, prise en charge à l'hôpital. Je vous envoie le rapport médical ce soir, avec les captures GPS et les messages. Je prépare un courrier pour la protection de l'enfance. Tenez-moi au courant. Je passe à la cafétéria, je prends un café. Je tape un brouillon de courrier à la cellule de recueil des informations préoccupantes. Je me permets de signaler un incident impliquant la garde de ma fille Camille, 10 ans. Accident sous la surveillance de la mère, absence de réaction immédiate aux appels, incohérence dans les horaires de trajet, rapports médicaux joints. J'annexe. Rapport hôpital. Message WhatsApp. Historique GPS. Facture de forfait téléphonique démontrant l'absence d'appel sortant. Extrait audio de la conversation WhatsApp où Delphine dit « Je n'ai rien vu, elle était avec les autres enfants ». J'imprime le tout. Je glisse les copies dans une enveloppe Kraft. Je relis chaque pièce. Je vérifie les dates, les heures, les signatures. J'ajoute une lettre simple pour le juge aux affaires familiales. Je demande la suspension temporaire du droit de garde de madame, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Je signe. Je prépare 2 enveloppes, une pour le juge, une pour l'aide sociale à l'enfance. Je note l'adresse sur mon téléphone, rue du Faubourg Saint-Antoine. Je retourne près de Camille. Elle se réveille, me regarde. « Tu veux de l'eau » Elle hoche la tête. Je sers un verre, je l'aide à s'asseoir. Elle ne parle pas. Je pose la main sur son épaule, elle ferme les yeux. Je reste là, sans rien dire, jusqu'à ce qu'elle se rendorme. J'arrive devant l'hôpital à 17h. Il pleut, le parking est vide à moitié. 2 gendarmes attendent sous l'auvent, bras croisés. Camille est assise sur un banc à l'intérieur, les jambes qui ne touchent pas terre, un sac plastique à ses pieds. Je m'approche. Il lève la tête, me regarde sans sourire, sans un mot. Je pose ma main sur son épaule. « Ça va ?» Il hausse les épaules. Un gendarme sort son carnet. « Monsieur Lefebvre ?» « Oui. On va vous demander de signer ici, pour la remise de l'enfant à son père légal. » Je prends le stylo, signe sans lire. L'autre gendarme demande. « Vous avez tous les papiers ?» Je sors la décision du JAF de ma pochette, la leur tends. Il feuillette, hoche la tête. « Merci. » Camille se lève. On sort, lentement. Je le tiens par la main, il ne dit rien. Delphine arrive à ce moment-là, en courant. Cheveux mouillés, manteau ouvert, elle s'arrête devant moi, souffle court. « Tu n'as pas le droit de m'enlever mon fils comme ça. » Je la regarde. Il y a une ordonnance. Elle tente de contourner, s'approche de Camille. « Chérie, viens avec moi, ce n'est pas grave, tu viens, hein. » Le gendarme intervient. « Madame, reculez s'il vous plaît. » Delphine me lance un regard noir. Je sors l'enveloppe, la montre. Tout est là. J'ai remis le dossier aux services sociaux. Elle pâlit légèrement. « Tu veux détruire ma vie, c'est ça ?» Je ne réponds pas. Le gendarme répète. « Madame, il faut vous éloigner. » Delphine reste plantée là, bouche ouverte, tremblante. Camille serre ma main. Sur le chemin du retour, Camille regarde la pluie couler sur la vitre. Je lui demande s'il veut écouter la radio. Il secoue la tête. À la maison, je le laisse s'installer dans sa chambre, il ferme la porte. Je prépare un dossier pour l'assistante sociale, copie tous les SMS, les photos, les relevés. Le lendemain matin, je reçois un appel de l'école. « Bonjour, c'est la directrice. Est-ce que vous pouvez venir, avec madame, pour discuter de la situation de Camille ? » Je viendrai seul. Elle ne répond pas tout de suite, puis. « D'accord. » À 14h, je me rends à l'école. Delphine est déjà là, assise en bout de couloir, téléphone à la main. Elle ne me salue pas. La directrice nous fait entrer. Nous avons reçu un signalement des services sociaux. Il va falloir clarifier la situation. Delphine tente de prendre la parole. J'ai toujours veillé sur mon fils, je ne comprends pas. La directrice l'arrête d'un geste. Madame, nous avons des éléments concrets. Je pose le dossier sur la table. La directrice lit quelques pages, puis relève les yeux. Nous allons devoir convoquer une cellule éducative. Delphine serre les poings. C'est son père qui manipule tout. Personne ne répond.
Le soir même, j'appelle les parents de Delphine. D'habitude, ils répondent chaleureusement. Cette fois, la voix de sa mère est sèche. Oui. Je voulais vous prévenir, Camille est avec moi. Il y a une enquête. Silence. Delphine ne nous a rien dit. Je vous envoie le dossier. Un long silence encore. D'accord. Je leur transfère les documents par mail. Le lendemain, sa mère m'appelle. Nous n'étions pas au courant. Nous pensions que tout allait bien. Ce n'est pas le cas. On va réfléchir à tout ça. On ne souhaite pas prendre parti, mais... La phrase s'arrête là. À partir de ce jour, les messages de Delphine deviennent froids. Merci de me transmettre les horaires de Camille. Je souhaite un droit de visite samedi. Je réponds. Voir avec l'assistante sociale. Plus d'appels. Tout passe par écrit, par mail. Même ses parents, d'habitude si présents, n'envoient plus rien à Camille. Ils me demandent une fois. Pourquoi mamie ne m'appelle plus? Je dis simplement. Ils sont occupés en ce moment. La maison est silencieuse. Camille dort mal, parfois se lève la nuit. Je reste près de la porte, sans bruit. Dehors, tout continue, mais ici tout est réglé, administratif, froid. Plus de cris, plus de chantage. Juste l'attente, et la procédure. Le lendemain matin, le téléphone n'a pas arrêté de vibrer. D'abord ma mère, puis un cousin, puis un numéro inconnu. Les messages étaient courts, sans fioriture. On a entendu pour Delphine. C'est vrai ce qu'on raconte? Je n'ai répondu à personne. J'ai ouvert les volets, j'ai fait couler un café. Dehors, la voiture de Delphine était encore là, mais elle n'est pas sortie de la chambre. Vers 10 heures, la sonnette a retenti. J'ai ouvert. C'était la sœur de Delphine, Marion. Elle n'a pas salué, elle est entrée directement, les yeux rouges. Elle m'a murmuré, presque pour elle-même, je voulais juste protéger Camille. Je n'ai rien dit. Elle s'est assise, a posé son sac sur la table. Après un silence, elle a ajouté, c'est moi qui ai écrit au moniteur. Pas Delphine. Je me suis contenté d'acquiescer, d'un geste de la tête. Delphine est descendue 20 minutes plus tard. Elle a croisé sa sœur sans la regarder. Pas un mot. Marion s'est levée, a soufflé, tu m'en veux. Delphine a haussé les épaules, puis s'est tournée vers moi. Tu vas continuer longtemps à retourner tout le monde contre moi. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert les captures d'écran, le relevé du message envoyé depuis le portable de Marion. Je les ai posés devant elle. Elle a reculé, comme si un courant d'air venait de passer. C'est facile de manipuler les gens comme toi, a-t-elle lâché. Ses mains tremblaient. Marion a voulu parler, Delphine l'a coupé, tu te rends compte de ce que t'as fait. Marion n'a pas répondu. Elle est partie, un claquement sec de la porte. J'ai rangé les papiers, sans un mot. Delphine est restée debout, les bras croisés. Tu penses que tu vas me ruiner la vie comme ça? J'ai haussé les épaules, j'ai continué à vider le lave-vaisselle. Elle m'a suivi dans la cuisine, sa voix plus basse, tu veux quoi maintenant? Que tout le monde me déteste? Je n'ai pas répondu. Je crois qu'elle a compris à cet instant que plus rien ne se passerait comme avant. À midi, la gendarmerie a appelé sur le fixe. Voix neutre, rapide, Madame Delphinix est convoquée demain à 9h30 pour audition dans le cadre de l'enquête. Merci de confirmer sa présence. J'ai noté l'heure, j'ai transmis l'information à Delphine. Elle a blêmi, a demandé si elle devait prendre un avocat. J'ai répondu, tu fais comme tu veux. Elle est montée se changer, a claqué la porte à l'étage. En début d'après-midi, j'ai sorti les poubelles. 2 voisins fumaient devant la porte d'en face. D'habitude, ils me saluaient, un mot, un geste de la main. Cette fois, rien. Ils ont évité mon regard. Derrière le rideau, j'ai vu la voisine du dessus qui nous observait. Il y a eu des allers-retours dans l'escalier, des chuchotements étouffés. Plus tard, la police est revenue 2 agents, uniformes, ton professionnel. Ils sont restés 5 minutes, ont récupéré un document, sont repartis sans saluer Delphine. Le soir, Delphine a tenté d'appeler sa mère. Je l'ai entendue parler à voix basse dans la chambre. La discussion a duré moins de 2 minutes. Elle est revenue au salon, le visage fermé. Même maman ne veut plus me parler.
Je n'ai rien dit. Elle s'est assise sur le canapé, a fixé la télévision éteinte. J'ai préparé à manger pour Camille. Delphine a refusé de descendre dîner. Les jours suivants, la nouvelle s'est répandue. Les messages de soutien pour Delphine se faisaient rares. Sa sœur m'a envoyé un texto pour s'excuser, puis plus rien. Les voisins ne disaient plus bonjour. Les enfants du quartier ne venaient plus frapper à la porte pour jouer avec Camille. On vivait dans un silence épais, chaque pièce résonnait différemment. Delphine a reçu la convocation officielle par courrier le surlendemain. Elle l'a ouverte devant moi, sans lire à voix haute. Elle a soupiré, a froissé la feuille, l'a jetée sur la table. « Voilà, t'es content ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement rangé la vaisselle, un geste après l'autre, sans me presser. La salle de la mairie était pleine. L'air était lourd, chaque chaise occupée par un parent d'élève, un instituteur, 2 membres des services sociaux. Le maire, costume gris, lunettes baissées sur le nez, compulsait encore les papiers devant lui. Delphine était assise à ma droite, droite comme un piquet, les mains croisées sur ses genoux. Son père, veste de velours marron, 2 rangées derrière elle. Aucun mot depuis notre entrée. Je n'ai pas regardé Delphine. Je suivais les échanges. On parlait d'une plainte anonyme concernant un dysfonctionnement dans l'association de parents. D'habitude, ces réunions traînent, tout le monde cherche à éviter le conflit. Mais ce soir, le maire n'a pas traîné. Il a posé les yeux sur Delphine. « Madame Lefort, vous souhaitez ajouter quelque chose ?» Elle n'a pas hésité. Je pense qu'il y a eu une mauvaise interprétation. Certains cherchent à me nuire, c'est évident. Murmure dans la salle. Elle a continué, plus fort. Je n'ai rien à cacher. Je travaille depuis des années pour l'école. Ceux qui m'accusent n'ont aucune preuve. Personne n'a répondu. Le maire a ouvert un dossier bleu, lentement, sans lever la tête. Nous avons reçu un élément nouveau. Il a sorti une feuille imprimée, la tenant du bout des doigts comme un document officiel. Le logo WhatsApp en haut. Je savais ce que c'était. Je n'ai rien dit. Delphine a jeté un coup d'œil dans ma direction, rapide, inquiet. Le maire a relevé la tête. Je vais lire un extrait d'un échange WhatsApp qui a été versé au dossier par les services sociaux. Silence. Les chaises ont bougé, quelqu'un a toussé. Il a lu, d'une voix nette. On n'a qu'à détourner une partie de la subvention, personne ne verra rien. C'est pas comme si les autres comprenaient comment fonctionne un budget. Delphine a pâli. Son père s'est penché en avant. Le maire a continué. L'important c'est que tout reste entre nous. Je gère le reste avec l'adjoint. Les parents sont trop naïfs. Pas un bruit. Même les enfants, dehors, ne jouaient plus. J'ai regardé les mains de Delphine, elles tremblaient. Ce sont vos propos, Madame Lefort ? Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Le maire ne l'a pas quitté des yeux. Madame ? Elle a bredouillé. C'est sorti de son contexte. C'était une blague privée. Le maire a refermé le dossier. Une blague qui concerne l'argent de la commune et la gestion de fonds publics. Nous avons transmis ces éléments aux autorités compétentes. Un parent, habituellement discret, a soufflé. Honteux. Delphine a baissé les yeux. Son père s'est levé, sans un mot, et a traversé la salle. Sa veste a frotté la rambarde, il n'a pas regardé sa fille. Il est sorti, la porte a claqué doucement, mais le bruit a résonné plus fort que tout ce qui avait été dit. Le maire a repris la parole, calme. Pour l'instant, Madame Lefort se retire temporairement de ses responsabilités. L'enquête suit son cours. Les regards se sont tournés vers elle. Personne n'a parlé. Elle n'a pas bougé, figée, seule au milieu de la salle. Son téléphone vibrait dans sa poche, sans qu'elle ose le sortir. Je me suis levé avec les autres, sans m'attarder. J'ai croisé le regard du maire, il a hoché la tête. Aucun sourire, juste ce signe d'avoir compris. Dehors, la nuit était froide. Je ne ressentais rien de particulier. Pas de victoire. Juste un silence qui collait à la peau. Delphine est restée dans la salle, seule, les épaules rentrées, à regarder ses mains. Pour la première fois, elle n'avait plus rien à dire. Je n'ai pas dormi la veille. Je me suis levé avant le réveil, sans bruit, comme d'habitude. Camille dormait toujours,
la joue collée à son oreiller. J'ai refermé doucement la porte. Dans la cuisine, j'ai préparé son petit déjeuner. Céréales, lait, verre d'eau. Je me suis assis en silence, le téléphone posé devant moi. Aucun nouveau message. Rien d'urgent. Je me suis contenté d'observer la lumière qui entrait par la fenêtre, grise, sans éclat. Quand Camille s'est levée, elle a traîné les pieds, les cheveux en bataille. Elle m'a regardé, a dit bonjour d'une voix basse. Je lui ai répondu pareil, sans sourire forcé. Je lui ai demandé si elle voulait du chocolat chaud. Elle a haussé les épaules, puis a hoché la tête. J'ai mis la tasse à chauffer. On n'a rien dit de plus. Elle a mangé lentement, l'air ailleurs. Je me suis forcé à garder le ton neutre. Pas de questions, pas de reproches, pas d'allusion à ce qui se passe. Je veille à ne pas mélanger ses soucis avec les miens. Ce n'est pas à elle de porter ça. Elle a 7 ans, elle ne comprend pas tout mais elle sent quand l'air change. À 8 heures, j'ai pris mon sac, préparé le sien. J'ai regardé mon agenda, la liste des papiers à fournir pour le dossier du divorce, la demande de garde. J'avais déjà tout classé, photocopié, numéroté. J'ai relu la lettre de mon avocate, situation claire, éléments recevables, priorité à la stabilité de l'enfant. J'ai relu 3 fois, sans rien ressentir de particulier. C'était mécanique. Camille a enfilé son manteau, ses bottes. Elle m'a tendu la main sans rien dire. J'ai fermé la porte derrière nous, puis j'ai croisé la voisine sur le palier. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai juste dit oui. Elle n'a pas insisté. Dehors, il faisait froid. J'ai conduit Camille à l'école. Elle n'a rien dit pendant tout le trajet. Avant de sortir de la voiture, elle m'a regardé, les yeux sérieux. « Maman va venir me chercher ce soir ?» J'ai répondu calmement. « Non, c'est moi aujourd'hui. » Elle a hoché la tête, sans sourire. « D'accord. » Elle est descendue, son sac trop lourd sur l'épaule. Je l'ai suivie du regard jusqu'à la grille, puis j'ai attendu qu'elle disparaisse à l'intérieur. Après, je me suis garé près du tribunal. J'avais rendez-vous avec l'avocate à 9h30. Elle m'a accueilli sans cérémonie. On a relu le dossier ensemble. Pas d'émotion, pas de discours. Elle a confirmé, votre position est raisonnable. Pas d'accusations inutiles. On met l'accent sur la stabilité de Camille. C'est ce qui compte. Je n'ai pas répondu. Elle a continué à parler procédure, délai, audience à venir. J'ai signé les documents. Il fallait juste cocher les cases. Pas de place pour le flou. Tout était là, l'adresse, les revenus, l'organisation de la semaine, les justificatifs de ce que j'ai découvert, sans détails inutiles. En rentrant, j'ai croisé le concierge. Il m'a salué, a demandé si tout allait bien. J'ai fait un signe de tête, poli. Je suis monté, j'ai ouvert la porte. L'appartement était silencieux. J'ai rangé les dossiers dans le tiroir du bureau. J'ai vérifié une dernière fois que tout était en ordre. Je n'ai rien touché d'autre. Le téléphone a vibré. Un message de mon ex-femme, « Bref, on peut parler ce soir ?» J'ai laissé le message sans réponse. Pas d'urgence. Je ne veux plus discuter dans le vide. Tout ce que j'ai à dire passe maintenant par les avocats. Elle le sait. Vers midi, j'ai reçu un mail du cabinet d'avocats. Confirmation de dépôt du dossier. Convocation prévue dans 3 semaines. Rien à ajouter. Pas de surprise. J'ai déjeuné seul, vite fait. Je n'ai pas allumé la télévision. Juste le bruit du chauffage, quelques voix dans la cour. J'ai repensé à Camille. À la routine à préserver. Je me suis fixé sur un seul objectif, que rien ne déborde sur elle. Pas de scène, pas de tension à la maison, pas de mots qu'elle ne devrait pas entendre. L'après-midi, j'ai travaillé à distance. Appel, mais mes collègues n'ont rien remarqué. J'ai fait semblant d'être concentré. À 16h, je suis parti chercher Camille à l'école. Elle m'a vu, m'a souri. On est rentré à pied. Elle a raconté sa journée, les devoirs, rien d'exceptionnel. J'ai écouté sans interrompre. Le soir, je lui ai préparé à manger. On a regardé un dessin animé. Elle s'est endormie sur le canapé. Je l'ai portée dans sa chambre, sans un mot. J'ai fermé la porte doucement.
Je me suis assis dans le salon, lumière éteinte. Je n'ai rien ressenti de spécial. Juste la certitude que tout était à sa place, enfin. Le jugement tombe un jeudi matin. Tout est dit en 10 minutes. Le juge lit la décision, garde exclusive pour moi, droit de visite encadré et surveillé pour Delphine, 2 week-ends par mois, pas plus. Elle ne bronche pas. Son avocat tente une objection, la juge l'interrompt. Madame, les éléments sont accablants. L'assistante sociale hoche la tête, carnet fermé. Je ne regarde pas Delphine. Je signe les papiers, je ramasse le dossier. Les preuves sont classées dans une chemise, rangées dans mon coffre. On ne sait jamais. Camille ne pose pas de questions. Elle m'aide à débarrasser les cartons, range ses affaires dans sa nouvelle chambre. Une psychologue l'attend chaque mercredi. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle dessine. Des arbres, des chats, parfois des maisons avec 2 fenêtres et une porte rouge. On dîne tous les deux. Elle grimpe sur mes genoux pour regarder un dessin animé. Elle rit parfois, ça me suffit. Delphine quitte la ville 2 semaines après l'audience. On dit qu'elle est partie à Tours, qu'elle a trouvé un studio. Plus personne ne lui parle. Au travail, on ne prononce plus son nom. Sa mère m'a appelé une fois, sans insister. Je n'ai rien ajouté. Je ne cherche pas à savoir. Je conserve chaque mail, chaque message, chaque relevé bancaire. Je les relis parfois, pour vérifier que tout est cohérent. Mais la page est tournée. Je me lève tôt, je prépare le petit déjeuner, j'accompagne Camille à l'école. La routine reprend, sans bruit, sans question. Rien n'a éclaté. Tout s'est éteint, comme une lumière qu'on coupe en sortant d'une pièce. Voilà comment j'ai compris que parfois, la meilleure réaction, c'est le contrôle, pas l'explosion. Face à la trahison, j'ai préféré observer, rassembler les faits, et agir sans bruit. Pas pour moi, mais parce qu'il y avait une enfant au milieu de tout ça. Parfois je me demande si j'ai eu raison de rester aussi distant, de tout garder pour moi jusqu'à ce que j'ai la preuve. Peut-être que certains auraient tout cassé, hurlé, ou cherché la vengeance immédiate. Moi, j'ai choisi la méthode froide. Dites-moi franchement, à ma place, vous auriez réussi à rester aussi calme? Est-ce qu'on peut pardonner ce genre d'abandon, quand il s'agit de la mère de son enfant? Ou est-ce qu'il fallait, au contraire, tout révéler sur le moment, sans attendre? Je me pose encore la question certains soirs. Si mon histoire vous a parlé ou vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Et si vous aimez entendre des récits vrais, abonnez-vous, ça soutient la chaîne, c'est important. Au fond, est-ce que le silence, c'est vraiment une forme de justice? J'attends vos avis.